Alors voilà, nous allons donc amorcer un problème assez étrange qui pourrait se définir de la façon suivante. Est-ce que l'homme a d'abord ri ou est-ce qu'il a d'abord pleuré? Alors, on va savoir que les ethnologues, ou que les paléontologues, ou que tout ce que vous voulez en hog, finalement s'interrogent sur la question. Il semble que les larmes soient d'abord apparues naturellement, alors que le rire exige une certaine distance. Cette question, elle est très très importante pour la suite de toute l'histoire du théâtre, et toute l'histoire en gros des arts qui tendent à agir sur le public. Néanmoins, en partant de là, on va s'apercevoir que ce qu'on pourrait presque dire, c'est que l'homme a su dans le même temps souffrir et jouir, mais l'homme a su pleurer avant de rire. Est-ce que c'est lié à la souffrance et au jouir? Ça, je vous laisse l'inventer. Mais néanmoins, c'est une question qui est importante et qui va dominer le débat. Alors oui, on va parler évidemment des œuvres en question après, à quoi on ajoutera La Biche, qui s'est montée au théâtre, entre-temps, au théâtre à Neuchâtel, mais montée par le tumulte. Mais néanmoins, on va quand même d'abord faire un petit tour. Il est clair que cette question, on pourrait dire, anthropologique de départ, nous amène à considérer que les grandes œuvres, et même très rapidement les œuvres tout court, ont été des tragédies. Et que ce n'est que secondairement et peu à peu que s'est imposé, au-delà de la trilogie, le drame satirique. C'est-à-dire un élément étrange qui tout d'un coup vient perturber, violer même les règles du tragique habituel, qui est un tragique souvent mythologique la plupart du temps, parfois historique, encore que ça pose des problèmes, la prise de Millet par exemple, à l'époque des Grecs, mais néanmoins on peut considérer que le comique s'appuie sur le tragique. Est-ce une façon de déjouer le tragique, la tragédie du temps, le tragique en gros? Est-ce une façon d'inventer un genre nouveau qui gardera son autonomie, qu'on appellera la comédie ou le comique? Il va se passer là quelque chose d'important qui, tout de suite, peut nous intéresser. On va s'apercevoir d'ailleurs très rapidement que chez les Grecs, la tragédie et le drame comique coexistent dans la même soirée, dans la même séance, mais que, en gros, ils s'adressent à toute la population, tout au moins à tous ceux qu'il est possible d'accepter au théâtre. Se posent des questions que personne n'a réellement tranchées. Est-ce que les étrangers, les barbares, comme on disait, y avaient droit? Est-ce que les femmes y avaient droit? Et quand? Est-ce que les esclaves y avaient droit? Et quand? Voilà des questions qui se posent. Les Romains vont régler le problème assez rapidement, en ce sens que la tragédie va être d'abord confinée au salon, comme on dirait de nos jours, c'est-à-dire qu'on va lire les tragédies plutôt que de les jouer. En tout cas, on les joue parfois, mais dans de très petits espaces. Donc une question va apparaître très très rapidement. La tragédie va prendre un ton noble, un ton discret. Il ne sera pas affiché, il ne sera pas recommandé au maximum de la population de venir souffrir avec le héros tragique. Donc il va y avoir déjà un certain changement d'attitude à l'instant même où le chemin inverse va se passer pour la comédie. On se souvient qu'on est resté, après la tragédie, à l'élaboration du drame satirique. Mais, très rapidement, ce drame satirique va garder son autonomie, va même l'exagérer, et nous aurons
évidemment, à l'époque de la République, on pourrait dire, démocratique athénienne, on aura Aristophane, et plus tard, évidemment, toute la nouvelle comédie grecque, Ménandre et autres, vont faire leur apparition. Cette apparition, donc on l'a vu, est déjà fixée. Les Romains ont dissocié clairement la tragédie de quoi? Eh bien, la tragédie des Atellanes. Les Atellanes sont des comédies populaires, des farces qui, puisque on peut dire, l'aristocratie s'empare de la tragédie et la confisque en quelque sorte, par voie de conséquence, le peuple va inventer de prendre à son compte le drame satirique et va le développer. Ça s'appuiera évidemment sur des manifestations préhistoriques dont on pourra parler, mais pour l'instant restons-en à ce qui fonde l'histoire. Cette question-là va être importante. Les Atellanes vont représenter un moyen de violence contre l'aristocratie. C'est pourquoi, par définition, on pourra dire que dès maintenant, le pleur est tragique, donc on pourrait dire il accepte les choses telles qu'elles sont. Si on pleure à la Shoah, c'est qu'on est pour la Shoah. Alors que, je parle des Grecs, je parle des Romains pour l'instant, alors que le rire est vengeur, le rire est agressif, le rire quelque part va inciter à réfléchir au lieu de subir l'émotion. Cette question va être, on a parlé de distance, on va retrouver ce mot au XXe siècle évidemment sous une forme très claire. C'est-à-dire que la question du rire, qu'il soit très prononcé ou peu, le sourire, eh bien tout ça, quelque part, va s'agrémenter d'un point de vue critique. Et cette question va être absolument importante. En Algérie, peu après les événements d'Algérie, j'étais en tournée et j'ai vu Hassan Le Terreau. C'est un drame sur, on pourrait dire un drame sur la lutte qui vient de se finir 2 ans auparavant. C'était encore sous Ben Bella. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se marraient parce qu'un gars dans la salle avait peur d'être torturé par les Français. Alors qu'en France, si on jouait Mort sans sépulture de Sartre, les anciens combattants de 14-18 étaient encore en train de demander l'interdiction de la pièce. Donc il y avait un changement d'humeur, il y avait une assimilation très très rapide à cette question-là, et cette question-là va nous interroger. Elle va poser des problèmes très très nouveaux pour nous. On va quand même continuer, on reviendra à ça à travers nos comiques, nos Labiche, nos Feydeau et autres. Voyons, on peut dire que la facture comique va naître de ce qu'on pourrait appeler la parodie. Voyons bien le mot grec. Para est à côté ou contre. Ça prend même un sens nouveau, c'est aussi le terme de parade. Parapluie, parachute, parer à la chute, parer à la pluie. Mais en gros, d'une façon générale, c'est être à côté ou contre. Donc on est contre la pluie, on est contre la chute, donc on est hors la parodie. La paraodie, on pourrait dire, c'est-à-dire, c'est ce qui est à côté et contre l'ode. L'ode est la caractéristique essentielle, on pourrait dire presque unique, de la valeur du discours tragique, de ce qui sera quelque part aussi le dithyrambe. À partir de ce moment-là, la parodie, on peut s'interroger. Car le théâtre comique est né de la parodie. De la parodie des chefs-d'œuvre
tragique. Mais qu'est-ce que veut dire parodie? Parodie n'est pas seulement, en termes de grammaire rhétorique, oui, c'est là, il y a la parodie lucide, il y a la parodie, par exemple, au cinéma, avec Mel Brooks, vous avez la parodie du Graal, de la quête du Graal, vous avez la parodie c'est un terme qui se trouve impliqué d'une façon étonnante, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la parodie, c'est aussi la parodie de ce qui vit. C'est-à-dire que le théâtre comique n'est pas forcément une parodie d'une œuvre connue, mais ça peut être la parodie d'œuvres plus ou moins connues qui sont simplement les existences des gens. Donc il y a, lorsqu'on s'empare, par exemple, d'un climat, d'un milieu, d'un ordre social, et qu'on le corrige, on le contourne, on le travaille en tout cas, nous entrons dans la parodie. On pourrait presque définir, en termes plus larges alors que simplement de rhétorique, on pourrait définir la parodie comme étant la pièce fondamentalement comique. Encore une fois, par le sourire ou par l'exagération, c'est-à-dire par le trait légèrement appuyé ou par la caricature. Cette question-là, elle va évidemment continuer à nous travailler. La parodie, c'est peut-être ce qui va fonder et inscrire le théâtre de Labiche, et puis après celui de Feydeau. Feydeau a reconnu comme maître Labiche, comme d'ailleurs pratiquement tous les comiques de l'époque. Ça me fait penser à mes camarades chanteurs qui m'ont tous dit au cours de réunions, de discussions, que leur maître à penser, c'était Charles Trenet. Que Léo Ferré dit, je n'aurais jamais écrit, que Brassens, que des tas de gens disent, jamais nous n'aurions été ce que nous sommes. Même les femmes, Barbara, qui regrettait toujours de ne pas pouvoir chanter Trenet, parce que c'était pas dans sa nature, mais qui adorait ça, et qui dit, sans Trenet, jamais la chanson française n'aurait pu être ce qu'elle a été. Eh bien, on pourrait dire à l'inverse que, sans Labiche, jamais le vaudeville serait arrivé au vaudeville. Et dans l'histoire du vaudeville, et là nous arrivons au répertoire, nous avons une chose étrange. On va commencer par la fin. Le 31 janvier 1901 est joué au théâtre de Moscou, au théâtre d'art de Moscou, Les Trois Sœurs. Tchekhov pense depuis le début, et pendant très longtemps des répétitions, et bien après, pense avoir écrit un vaudeville. Il aimerait qu'on rie. En gros, le thème du vaudeville, c'est souvent de prendre un défaut et de l'exagérer. Dans Les Trois Sœurs, la procrastination, c'est-à-dire remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même, par exemple, il est évident que c'est le fondement même de la mécanique des Trois Sœurs. Et que c'est drôle. On veut aller à Moscou, ça fait 20 ans qu'on veut aller à Moscou, on peut y aller quand on veut, même à pied, et on n'y va jamais. Et on se plaint toujours de ne pas aller à Moscou. Si on joue la pièce sous cet angle-là, eh bien, Tchekhov a réellement écrit un vaudeville. D'ailleurs, vous avez des éditions anciennes où Tchekhov a maintenu la définition vaudeville. Mais néanmoins, dès qu'on a mis la pièce en répétition chez Stanislavski, qui avait l'habitude du drame, eh bien, très rapidement, on a parlé, dans les coulisses du théâtre d'art de Moscou, d'un drame, d'une tragédie même. Tchekhov a écrit un drame, il a écrit une tragédie. Ça doit faire pleurer. C'est l'âme russe. Alors évidemment, les Occidentaux non russes s'en sont emparés de cette histoire, ils en ont remis une couche. Il a fallu qu'on pleure encore plus, et que ce soit émouvant à un point incroyable. À partir de là, on oubliait quand même que la problématique
de ces trois sœurs, c'était effectivement le vaudeville. Ça allait même très loin, puisqu'on va jusqu'à chanter. C'était la première définition du vaudeville. On y reviendra après. Des personnages chantent, seuls ou accompagnés, et ces chansons, légèrement transposées, peu, moins que dans les vaudevilles français, s'apparentent au vaudeville, c'est-à-dire à la chanson dans la pièce. Mais c'est quelques années plus tôt, c'est-à-dire 9 ans plus tôt, que M. Chas est créé le 23 avril à Paris, en 1892. Ce M. Chas est un vaudeville à la française. C'est-à-dire ce qu'on appelle vaudeville, dès ce moment-là, c'est avec la biche que ça commence, où il y a une incertitude sur la définition du terme. Le vaudeville n'a plus les mêmes règles que le vaudeville d'origine. Le vaudeville, c'est simplement une pièce de boulevard. On pourrait dire que ça peut carrément se traduire sous cette façon-là. Car, quelques années auparavant, alors en 1976, donc 5 ans après la Commune de Paris, le prix Martin de la Biche est joué le 5 février, et c'est en sortant du prix Martin de la Biche que Flaubert a pu dire à un de ses amis qui était avec lui, c'est du Molière. C'est-à-dire que la Biche, s'est emparée du vaudeville, et on a fait une pièce nouvelle, étrange, qui amènera au vaudeville sans musique, mais c'est-à-dire une comédie satirique. Cette comédie satirique ne va pas sans inquiéter les gens. N'oublions pas que quand on parle de Dieu, dans les pièces de vaudeville, on en plaisante. La Biche, il en parle tout à fait autrement. C'est dans le prix Martin qu'un personnage va dire quelqu'un qui doit verser du laudanum pour tuer quelqu'un, son meilleur ami d'ailleurs, qui l'a fait cocu, il verse du laudanum, il doit verser du laudanum pour le tuer. Et son cousin, qui est un fier hidalgo d'Argentine, le pousse à ça. Parce que c'est important de faire ça. Et Martin hésite et dit « Il n'y a que Dieu qui ait le droit de tuer son semblable ». C'est une des phrases les plus sacrilèges qui soit. Elle comprend pour le moins 2 sacrilèges. Les caricatures de Mahomet ne sont rien. Après tout, on n'attaque pas Dieu, on attaque un prophète. Mahomet, c'est pas la même chose que d'attaquer Dieu. On attaque le pape, mais on n'attaque pas le Dieu. Donc la question se pose là. Ce qui est important, il n'y a que Dieu qui ait le droit de tuer. Que fait-il, Dieu, du commandement « tu ne tueras point » ? Il n'y a que Dieu qui ait le droit de tuer son semblable. Est-ce qu'il a un semblable ? S'il a un semblable, on ne peut pas parler d'un Dieu unique. C'est au moins un Dieu double. C'est un Janus. Quelque part, il a au moins 2 visages. Donc, il va y avoir là une destruction complète en plein milieu de la bourgeoisie la plus croyante de l'époque, de la question même de la divinité. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que le théâtre comique va déclencher non pas seulement des rires, mais des inquiétudes. Est-ce qu'on nous dit bien des choses vraies sur le monde ? Est-ce qu'on nous dit bien des choses vraies sur le monde ? On en parlait tout à l'heure, à propos, par exemple, de la fumée. L'interdiction de la fumée, sous prétexte que ça donne le cancer. D'autres diront que ça évite la maladie d'Alzheimer, ce qui est vrai. Les 2 sont vrais, peut-être, pas sûr d'ailleurs. Pour l'instant, aucun scientifiquement rien n'est prouvé. Mais néanmoins,
La misère fait plus de morts dans le monde que la fumée, et personne ne songe à interdire la misère. Donc il y a une fuite des gens qui interdisent la fumée parce qu'ils n'osent pas interdire le plus important. Donc c'est un jeu de louveteau. Hein, on va attaquer le plus faible. Hein, sous prétexte de détruire un éléphant, dans la forêt, on va attaquer une fourmi. Donc cette question-là va se trouver posée tout au long des activités du théâtre de comédie. Prenons ce mot pour l'instant. Moi, je dirais du théâtre parodique, ce qui est peut-être plus conforme donc à nos visées. On va continuer là-dessus en voyant que le vaudeville implique donc dès ce moment-là une autre idée, c'est l'idée de la satire. C'est-à-dire qu'il y a un théâtre, alors pour aller plus vite, un théâtre vaudevillesque, c'est-à-dire dont la satire peut exister mais par petites touches à l'intérieur, et un théâtre satirique qui, lui, va incorporer des éléments de drame pour mieux les faire quelque part envisager, comprendre et corriger. Ce sera par exemple notamment le théâtre de Brecht. Tout le théâtre de Brecht est un théâtre, je dirais comique. La Décision est une pièce comique. C'est une pièce d'ailleurs cartésienne. Elle vient de Descartes qui pose comme troisième principe de la découverte de la vérité le moment de la décision. Après, il y a 3 temps chez Descartes et le moment de la décision est le troisième, le plus important. La décision est drôle. Un mec, il n'arrive pas à être dans le coup, alors on le tue. Alors qu'on pourrait tuer les autres qui sont dans le coup. Donc c'est un choix ironique. C'est-à-dire que on va avoir, à travers le drame satirique, le point d'ancrage, le point de jonction avec la tragédie antique, c'est-à-dire la figure rhétorique, canonique de la tragédie, c'est l'ironie. On sait très bien que dans le drame, il n'y a pas d'ironie. Le drame, c'est les choses sont ce qu'elles sont. C'est dit et on va jusqu'au bout. Dans toute mythologie, il y a de l'ironie. C'est de l'ironie. Prométhée pourrait choisir de donner autre chose aux hommes que le feu, il choisit le feu. Encore une fois, je l'ai souvent dit, lorsque Oreste apprend à Corinthe qu'il va tuer son père et épouser sa mère, il est en train de croire qu'il est le fils du roi de Corinthe et de la mère de Corinthe. Il dit, il faut que je quitte Corinthe à tout prix. Il quitte Corinthe et il part à Thèbes, où se trouvent justement son père et sa mère. C'est le fameux ce soir à Samarcande, hein, la mort qui rencontre quelqu'un à Genève et qui lui dit demain soir tu seras mort. Le gars il dit mais le gars il dit il faut que je parte, je veux pas mourir. Il fout le camp, il va à Samarcande. Et à Samarcande, il meurt, et la mort, je t'avais bien dit que tu mourrais. Donc s'il était resté à Genève, à la limite, il évitait la mort. Vous voyez, c'est cette ironie qui est à la fois propre à la grande tragédie, c'est-à-dire à ce qu'il y a de social, alors que s'il n'y a pas d'ironie, ça n'a affaire qu'au mélodrame, c'est-à-dire qu'au drame, c'est-à-dire qu'à quelque chose qui est qui est, disons, déterminé d'avance et où il n'y a aucune substitution possible. Il en va de même dans la comédie. Dans la comédie, on a le même système. La comédie représente, dans une autre tonalité, ce que représente le théâtre dit sérieux. C'est-à-dire que tout théâtre, depuis le début, a commencé à poser le problème du pouvoir. La première grande trilogie que nous connaissions, l'Orestie, pose un problème fondamental.
Et c'est Athéna, une femme, née dans la cuisse d'un homme, ou dans la tête d'un homme, qui va le résoudre. Donc, un être étrange qui dit, dans la démocratie athénienne, ce qui se dit, c'est puisque les hommes sont sans pouvoir, puisque le pouvoir biologique appartient aux femmes, le droit de la renaissance, de la prolongation, il serait absolument antidémocratique, dans le sens de la démocratie grecque, qui n'est pas la même que la nôtre aujourd'hui, il serait absolument impensable que la femme ait du pouvoir politique. Séparons le pouvoir, donnons une partie du pouvoir aux femmes et une partie aux hommes. Les femmes ont le pouvoir biologique, donnons aux femmes le pouvoir aux hommes le pouvoir politique. Et cette question est une question bien tranchée, bien dite dans la troisième partie, dans les Érénies. C'est dit clairement, c'est dit dans le fameux dialogue, dans toutes les interventions d'Apollon, d'Athéna, il est dit clairement, y compris dans le vote. Dans le vote, les boules blanches et noires sont égales, et il n'y a plus que quelqu'un qui peut apporter la différence. C'est Athéna, qui a droit de vote. Athéna pourrait choisir, la femme Athéna pourrait choisir de mettre une boule représentant la femme, par souci démocratique et de sagesse, c'est la grande déesse de la sagesse, elle dit non, répartissons les pouvoirs, donnons un autre pouvoir à l'homme. Et c'est à partir de cette solution que les Grecs ont trouvée pour eux que nous vivons depuis des siècles et des siècles dans des sources d'emmerdement pas possibles, pour savoir qui doit avoir des pouvoirs. Donc le problème du vrai féminisme, par exemple, qui serait un problème de comédie satirique, serait de trouver, non pas, Aristophane l'a bien montré, c'est l'Assemblée des femmes, c'est montrer que l'Assemblée nationale n'est composée que de femmes. Et les hommes sont amenés à la mangeoire, comme des chiens, avec des colliers, et puis ils mangent, que les femmes ont préparé elles-mêmes, puisqu'elles ont tous les droits, donc tous les devoirs. Mais le vrai problème serait qu'un mouvement, que tous les mouvements, qu'ils soient féministes ou masochistes, disent non, ce que nous voulons, c'est pas que nous ayons du pouvoir, c'est que l'autre n'en ait plus. Ce que nous voulons, c'est que le pouvoir disparaisse de la surface de la Terre. C'est-à-dire que l'humanité se construise sur d'autres rapports de liberté, sous d'autres rapports de contact que cette question absolument périmée du pouvoir. Le pouvoir ne va être que impossible. Quand j'étais en Belgique dans les années 70, c'était les premiers mouvements de féminisme, les féministes les plus virulentes étaient les libérales les plus fachos. Hein? C'était parce qu'elles réglaient le problème en termes de pouvoir. Mais le vrai discours, c'est qu'il n'y ait plus de pouvoir. C'est ça qui serait formidable. Autrement, la guerre se poursuivra pendant des millénaires et des millénaires. Pendant 100 ans, ce seront les uns qui auront le pouvoir. Pendant 100 ans, ce seront les autres. C'est la même chose pour la lutte des classes, c'est la même chose pour le racisme de race, réellement, parce qu'on confond avec le racisme de religion. La religion, c'est autre chose, car on peut toujours en changer. La dictature du jeunisme, ou du vieillard, c'est aussi comme pour les religions, on peut toujours en changer. Hein? On pourrait, par exemple, admettre que quelqu'un qui est pour la dictature des jeunes à 20 ans soit tout d'un coup surpris à 22 ans d'entendre ce que j'ai entendu des mômes de 18 ans parler de lui en disant c'est un vieux, alors que 4 ans seulement les séparaient. Donc l'évolution va amener des changements de point de vue. Mais les autres changements de point de vue c'est toujours possible mais difficile pour un ouvrier de devenir un grand patron. C'est toujours possible, mais difficile chirurgicalement de devenir une femme ou un homme pour le sexe inverse. C'est toujours difficile, si vous voulez, de changer de couleur de peau, malgré Michael Jackson. Il y a quand même toujours des problèmes
assez importants, puis d'autres qui sont différents. Alors, évidemment, actuellement, la dictature du jeunisme, qui se manifeste un peu partout, prend le pas sur l'autre, mais elle est corrigible, par hasard, ou par volonté biologique. Il va se passer quelque chose. Tout ça a à voir avec la comédie, car c'est Oscar Wilde qui dit un truc formidable. C'est un personnage que j'aime beaucoup là-dedans, Oscar Wilde, qui va dire, je vais le retrouver, alors que Brecht, lui, va parler de refonctionnement critique, je suis confus, hein. Si, je suis concis. Non. C'est du De Vos, hein, excusez-moi. Bon, c'est quand même aberrant hein, de passer son temps à taper des trucs et de ne pas être capable de les relire. Non, mais c'est incroyable. Enfin, en gros, ce qu'il dit, c'est que mais je vais le retrouver. Non, mais après tout, vous avez du temps à perdre, comme moi, donc, on va chercher. C'est quand même génial. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps, mais je voulais le citer exactement. Ça approche. L'imitation imite, c'est l'esprit critique qui crée. Et effectivement, je dirais qu'à notre époque, c'est Oscar Wilde qui disait ça, mais à notre époque, c'est clair que, en lisant beaucoup ce que je fais, parmi les plus grands livres que je lis en ce moment, ce sont les plus grands livres d'imagination que je lis, ce sont les livres de critique. Je viens de finir ce matin les 400 pages de Badiou sur le cinéma. C'est extraordinaire, il parle de tout le cinéma et j'avais l'impression de n'avoir vu aucun des films qu'il racontait tout en les ayant vus presque tous. Donc je me dis, mais le pouvoir de création, ça m'a fait la même chose avec Zizek, qui a écrit avec 2 collaborateurs ce livre au titre merveilleux, tout ce que vous avez toujours voulu savoir d'Hitchcock sans oser le demander à Lacan. Vous voyez tout de suite que la question de la priorité critique est totale. Eh bien, vous apprenez énormément de choses à travers ça. Et cette question, elle est importante parce que ce qui va finalement déclencher le caractère comique de tout ça, c'est l'idée de la sincérité. C'est-à-dire que seul le théâtre comique est un théâtre de grande sincérité. Si vous n'êtes pas sincère, voire même naïf, volontairement ou réellement, le théâtre comique ne peut pas fonctionner. Ça deviendra un théâtre de trucage, voire Jean Lefebvre. Au théâtre, pas au cinéma. Par contre, De Funès, que j'ai vu au théâtre et au cinéma, était toujours d'une absolue grande naïveté, ce qui est salué d'ailleurs par Novarina, quelque part, d'une façon à lui, dans son Pour Louis de Funès. C'est-à-dire que la sincérité est une définition absolue. Et le problème de Tchekhov, dans Les Trois Sœurs, c'est que il a voulu écrire un vaudeville et il n'avait peut-être pas la totale sincérité comique alors qu'il avait la totale solidarité empathique avec le peuple russe. Et le comique était plus difficile à obtenir. Peut-être qu'un seul auteur russe avant Tchekhov l'a obtenu totalement, c'était aussi le point de vue d'Adamov, c'était Gogol. Et peut-être qu'un seul l'a obtenu totalement après Tchekhov,
c'est Bulgakov. Et cette question-là, elle est absolument fondamentale. Elle montre qu'il y a une pseudo-sincérité dans le fait de croire que tout ce que le comédien, par exemple, ressent, s'il le ressent intimement, profondément, est vrai pour le personnage. Je dirais que plus le comédien ressent affectivement ce que le personnage contient, moins il sera prêt à rendre compte devant du public de la réalité de son personnage. Plus il sera prêt à en rendre compte pour lui et pour les copains qui l'entourent, hein, mais moins le public sera prêt à l'admettre au niveau du personnage. C'est-à-dire qu'il va dégrader, transformer le personnage par rapport à cette sincérité individuelle du comédien. Donc cette question-là va être importante. MLF, ça vous dit peut-être quelque chose? Ce sont pour moi le nom des 3 auteurs qui par chance ont écrit des pièces en un acte. Mon rêve, ce serait un jour de les jouer les 3 à la suite, MLF. J'ajouterai après une barre V, vaincra. MLF vaincra, ça me fera une belle affiche. C'est Monnier, c'est Labiche, c'est Feydeau. MLF vaincra, c'est Vitrac, qui a pour mérite d'être à la confluence, je pourrais dire, de Artaud, qui a monté Vitrac, Les Enfants au pouvoir, mais qui a écrit aussi des pièces en un acte, c'est ça dont je parle, moi. Et de Brecht, qui a aussi utilisé les systèmes propres à Vitrac, c'est-à-dire notamment une certaine distance. Cette question-là est importante. Pourquoi les pièces en un acte? Parce que dans les pièces en un acte de ces 3 auteurs, on pourrait rajouter Courteline, mais les pièces en un acte représentent peut-être le modèle, je dirais, didactique de leur théâtre. C'est-à-dire que c'est un absolu, c'est un modèle, au sens propre du terme. Dans les pièces plus grandes, souvent il y a compromission de forme, de style, d'écriture, de jeu, mais dans les pièces en un acte, il y a souvent, pensons à Feu la mère de Madame, il y a souvent une histoire très très massive racontée, et uniquement elle. Que ce soit en Purge Bébé, hein, comment monsieur et madame vont arriver à ce que bébé fasse quelque chose dans le popo. C'est une histoire très simple. C'est une histoire désopilante qui avait été montée, d'ailleurs, mais c'est Hervé qui avait monté au... Tu fais Louis de la tête, hein, je le vois dans... Mais, oui, c'était remarquable d'ailleurs au théâtre Pitoëf, enfin, quand Carouge était en réparation. C'est une pièce absolument déconcertante, mais, et dans La Biche, vous avez des pièces, mais absolument en un acte incroyable, de même que chez Monnier. C'est-à-dire que ce qu'il y a de formidable, c'est que ce sont des échantillons à l'état pur. Il faudrait presque qu'on commence à travailler sur les formes brèves, courtes, d'une façon beaucoup plus construite qu'on le fait d'habitude. Où on croit que plus on dit de choses, mieux on en dit, mais c'est pas vrai. À la limite, plus on dit de choses, moins on en dit, parce qu'on en dit 10 différentes qui n'ont aucun rapport et qui sont difficilement mises en rapport l'une de l'autre. Cette question-là, d'une façon générale, montre qu'il y a 2 éléments essentiels qui sont en jeu, on peut dire, dans l'œuvre de théâtre, et qui sont réunis non pas à une ramification,
mais une seule expression chacune, il y a une poussée d'ordre émotionnel, pour reprendre une des branches de l'organigramme de Jacobson, et une poussée qui est totalement connotative, ou connative même, c'est-à-dire du domaine de la réflexion et de la pensée. Et que c'est le choc entre ces deux pôles qui produit de l'électricité. S'il n'y a que de l'émotion, ça ne sert à rien. S'il n'y a que de la réflexion, ça ne sert à rien. Ce qui est formidable, c'est le contact brutal entre les deux. Et ça, c'est un moment extrêmement fort dans l'histoire du surgissement des œuvres dramatiques. Vous avez, généralement, la parodie va comprendre le démontage d'une œuvre sérieuse. Planchon avait écrit, par exemple, la mise en pièce du Cid, après mai 68. Moi-même, ici à Lausanne, je veux dire ici en Suisse, à Lausanne, mais surtout à Genève, où nous sommes venus le tourner et où nous avions été interdits de représentation scolaire, j'avais monté une pièce que j'avais intitulée, en écriture avec Ben Glohan, Beaumarchais, enfin des copains, j'avais intitulé « La très lamentable histoire de la mère coupable, représentée au ci-devant Louis Capet sur la terrasse de la prison du Temple par des comédiens sans culottes réquisitionnés par la Convention nationale ». C'était le titre. Mais c'était l'époque du Marassade de Peter Weiss. Et c'était un démontage complet, mais en même temps affectif et heureux, de la trilogie de Beaumarchais, dont je supposais simplement que, comme Marie-Antoinette avait joué Rosine dans le Barbier de Séville, qu'elle avait assisté au mariage de Figaro, et que Beaumarchais venait d'écrire le troisième volet de cette trilogie de Figaro, c'est-à-dire La mère coupable, que le vœu final avant la décapitation était de voir, pour ne pas rester sur leur faim, le troisième volet de la narration de Beaumarchais. Donc il y avait une représentation exigée de la mère coupable. Mais que les comédiens, sans culotte, avaient... c'est-à-dire que finalement, à l'entracte, enfin pendant le spectacle, ils démontaient tout le théâtre, toute la scène était cassée, les décors, tout, et ils finissaient par un autre type de théâtre qui voulait dire autre chose. Cette question-là, donc le démontage d'une œuvre sérieuse, c'est ce que j'avais appliqué au pied de la lettre, dans la redondance absolue. On démontait la pièce, aussi bien scéniquement qu'autrement, mais dans le même temps, on pourrait dire qu'il y a la démystification d'une vie. C'est l'autre aspect de la parodie. Donc, le théâtre comique a à voir avec ces deux aspects. Démystification d'une vie. Démystification, c'est, à proprement parler, ce que le théâtre comique livre sur la vie des gens. On peut dire que les 24 scénettes de Grand-père et misère du Troisième Reich, de Bertolt Brecht, vont fonctionner comme une démystification du quotidien de ces gens-là. De même que, d'ailleurs ça ne va pas lui suffire parce qu'il manquera le personnage référent, c'est-à-dire Adolf Hitler. Et quelques temps plus tard, peu de temps après, il écrit à la risible ascension d'Arturo Ui, où nous trouvons alors un théâtre comique étrange, mais réellement comique, qui devrait peut-être être joué par un clown, comme était Schall dans la version initiale, moins dans la version de Rainer Müller, qui était plus postmoderniste, mais qui est étonnant, c'est-à-dire que dans Arturo Ui, vous avez trois parodies. Vous avez une parodie
évidemment d'Hitler, vous avez une parodie de Richard III de Shakespeare, et vous avez une parodie des bootleggers de Chicago, notamment le rapport entre Al Capone et O'Banion, c'est-à-dire entre la ville de Chicago et le faubourg de Cicero, qui est juste à côté. Donc vous avez un complexe, une surabondance de mythes, alors que dans Grand-Peur, vous n'en aviez aucun. C'est-à-dire qu'il était là, Hitler, mais en coulisses. C'était le personnage principal, mais c'était un personnage purement diégétique. On ne le voyait jamais, ça n'était jamais un personnage mimétique. Il n'était jamais en scène. Donc vous avez ce système-là qui va correspondre à ce que nous trouvons, nous, continuellement dans le théâtre moderne de cette obédience. Ce que Brecht appelle d'ailleurs le refonctionnement. Hein, c'est un terme qu'il a choisi spécialement. C'est pas la nouvelle lecture, comme on dit de nos jours. Ah, c'est une lecture nouvelle de Andromaque. Non, c'est de refaire fonctionner Andromaque autrement. Mais c'est Andromaque. C'est pas une fantasmatisation d'Andromaque qui est présentée. Donc il y a une nuance, les deux. Quand je dis, j'essaie de faire la part des choses, les deux sont peut-être valables pour certains, ou bien l'autre, que moi je conteste plus, est peut-être plus valable pour l'autre, tant mieux. Mais voyons que c'est pas la même chose. Simplement, faisons ce constat-là, il est important. C'est un élément parmi d'autres qui sont à revoir. Le vaudeville. Le vaudeville, quelque part, est né, qu'il le veuille ou non, de la farce et de la commedia dell'arte. Car les personnages qu'on trouve dans le théâtre de boulevard sont les personnages de la commedia dell'arte. Si vous montez la commedia dell'arte, et je le tiens de Strahler lui-même, vous faites une œuvre de musée. Mais si vous montez la petite hutte, vous avez les mêmes types de personnages que dans la commedia dell'arte, mais de nos jours. Comme étaient les personnages de la commedia dell'arte à une autre époque. Encore déjà, pourtant, déjà disgraciés par rapport aux Atellanes. Car les Atellanes romaines ont été, au moment où le bas empire est arrivé, ont été, donc la négation de la forme spectaculaire à Rome, ont été la seule manifestation théâtrale qui a continué. Pourquoi Harlequin est noir de masque? Parce que dans les Atellanes, c'est un esclave d'Afrique qui est ramené à Rome par les Romains pour servir d'esclave. Mais comme au Moyen-Âge, il n'y a plus réellement de ce genre de problème, on a gardé le masque parce qu'il était payant, on a gardé le personnage parce qu'il était payant, et on en a fait un paysan, disons, parce que c'est celui qui prend le plus le soleil, donc qui bronze le plus. Hein? Donc cette question-là, elle est importante à voir. Mais de nos jours, peut-être que le vrai personnage de la commedia dell'arte, si on allait au maquillage jusque-là, c'est le bronzé, qu'il soit au ski, à la plage ou n'importe où. C'est-à-dire qu'il y a une catégorisation des personnages autres qui apparaît tout d'un coup. Mais néanmoins, le vaudeville naît, voyons-le bien, avec la Révolution française. C'est-à-dire que c'est notamment le décret de 1891 le premier décret de la Constitution, de la Constituante, qui va donner comme modèle la liberté à tous les théâtres. Il n'y aura plus le droit d'aucune censure, qu'elle soit politique, morale, religieuse, et soi-disant, peut-être que ce n'est pas tenu dans les faits,
mais en tout cas, le décret le comprend. En 91, c'est un des premiers décrets de l'Assemblée constituante. Il a trait au théâtre, et pas aux usines Nestlé. Donc, c'est un problème intéressant de voir à quel point il y avait une importance là-dessus. Pourquoi? D'abord, voyons le vaudeville. Deux acceptions, toutes les deux mises en cause. Le veau, trait d'union de, trait d'union vire, ou le voix, x, trait d'union de, trait d'union ville. Deux sources supposées par les chercheurs du mot vaudeville. Peu importe. La vaudeville, c'est simplement un théâtre avec des chansons incorporées. Ces chansons sont soit des timbres, soit des fredons. C'est-à-dire soit des mélodies à la mode, soit des harmonies rythmiques à la mode. Et on ne sort pas de là. Il n'y a pas d'œuvre originale musicale dans le vaudeville. C'est comme la revue. C'est la chanson à la mode que tout le monde connaît et dont on change les paroles. Goldoni dit d'ailleurs un truc très, très drôle à cette époque-là, c'est le ton de la nation. Si les Français perdent une bataille, une épigramme les console. Si un nouvel impôt les charge, un vaudeville les dédommage. Donc, Goldoni a très bien vu le fond du problème. C'est en 92, donc très peu de temps après le décret, le 2 janvier 92, qu'est créé le théâtre du vaudeville. Pour la première fois à Paris, le théâtre du vaudeville. Dans le théâtre du vaudeville, d'ailleurs, il y a tout de suite, il faut voir qu'il a été précédé par des pièces en français jouées par les Italiens dès 81 déjà, c'est-à-dire 10 ans auparavant, généralement dans leur théâtre, sur des tréteaux. C'est des pièces de Biancoletti, de la comédie en vaudeville. Ce qui est encore une meilleure définition peut-être du vaudeville. C'est la comédie en vaudeville, ça met l'accent sur les airs. Les trois genres musicaux les plus célèbres à l'époque, c'est les parodies d'opéra, les airs originaux, ariets ou récits, les airs populaires dits vaudeville, timbre et fredon, dont je viens de parler. Le terme vaudeville apparaît, pour une pièce, apparaît en 1692. Donc, vous voyez, 20 ans après Les Femmes savantes de Molière. Pour les Chinois de Rognard et Dufresne, sous le titre de comédie vaudeville. Il y a pourtant déjà le terme comédie. Le vaudeville est une écriture française contre la commedia dell'arte, semi-improvisation italienne. Car contrairement à la légende accoutumée, la commedia dell'arte n'est pas une improvisation, c'est une semi-improvisation. Le canevas est su, rigide, appris, il est développé même, les gags sont répétés, etc., etc. Mais une partie appartient effectivement, la partie, l'entre-deux du récit appartient à une soi-disant improvisation qui se fixe très rapidement en un texte, disons, de souvenirs, où se mêlent de temps en temps quelques petites dérives langagières. Mais ce n'est pas un théâtre d'improvisation du tout, contrairement à ce qu'on croit. Même le sage, en 1712, va écrire une pièce en écriteau, parce qu'on n'a plus le droit de parler. Les décrets de peu à peu, d'abord notamment la fin du directoire et surtout de l'Empire, et après, bon, de tout ce qui va suivre jusqu'à nos jours, on pourrait dire, va plutôt aller contre la liberté que la Révolution accordait. C'est une pièce en écriteau, et les écriteaux
chaque fois qu'on... Là c'est le moment où on n'a pas le droit de chanter, où l'opéra a gardé la mainmise absolue sur le chant, la musique. Alors, qu'est-ce que font les gens? Ils jouent la pièce, et quand il y a une chanson, ils développent un écriteau. Cet écriteau comprend la partition, et en même temps les paroles, et les gens dans la salle chantent. Donc le public chante ce que les comédiens n'ont pas le droit de chanter. Donc la pièce en écriteau de Le Sage, et ça c'est drôle parce que ça s'appelle les Caracoès. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose qu'on peut chanter en regardant des textes défilés, hein, le Caracoès, et la pièce de Le Sage s'appelle les Caracoès. Comme quoi il n'y a pas de modernité. À l'inverse, il y a l'affirmation d'un comique larmoyant pour tenter de régler certains problèmes. Le momique, ça s'appelle, du nom de Momus, qui est un bouffon des dieux, qui lutte contre la muse Thalie, la noble muse Thalie. Donc, le bouffon, c'est une comédie larmoyante, c'est une comédie bouffonnante, en quelque sorte. Ah oui, l'écriture n'est jamais pratiquée seule. Il faut être singulièrement inscrit dans le libéralisme contemporain pour vouloir écrire seul un texte de théâtre. Il faut l'écrire à plusieurs, comme le cinéma. Ça s'écrit à un, on ne sait pas pourquoi de nos jours. À l'époque, 2, 3, voire 5, 6 auteurs par pièce. Le plus souvent de générations différentes. Car non seulement il faut multiplier les sources d'intervention sur l'écriture, mais il faut que ça corresponde à des enjeux différents. Donc, de sexes différents, et aussi, surtout, parce que ça c'est très peu connu à l'époque, de générations différentes. Ça c'est un élément extrêmement important. La première œuvre définie, vaudeville, s'appelle L'Heureuse Nouvelle ou la reprise de Toulon, de Fabre d'Olivet. Fabre d'Olivet, vous savez, est l'auteur de Certaines bergères, très connu, que nous chantons encore sous forme de comptine, et d'une pièce étrange que j'ai relue quand j'ai retravaillé à la Haute École de Misanthrope, qui s'appelle Philinte, qui n'a jamais été jouée ici, et qui est étonnante, c'est que sous la Révolution, il reprend le thème du misanthrope, mais il va expliquer montrer en quoi Philinte, tout d'un coup, a une valeur nouvelle. C'est-à-dire qu'il va prolonger le nouveau d'Alceste, qui est un nouveau très ancien, par un nouveau révolutionnaire. Alors on s'aperçoit qu'il y a un accroissement de la production après la chute de la monarchie, ça c'est important, qui culmine pendant la Terreur. Il y a de plus en plus de production, nous sommes en période de crise, il y a une grande production, et qui diminue légèrement après la liquidation du jacobinisme, donc après la Terreur, et se réduit à peu de choses sous le Directoire, c'est-à-dire au moment où la France vit bien, soi-disant. Donc il y a un élément assez intéressant de voir que le rire, et les sociologues allemands avaient constaté ça entre 20 et 1933, dans la République de Weimar, où les théâtres étaient bondés parce qu'il y avait une grande récession, voire même une grande crise, et que les gens allaient beaucoup voir des pièces où on pouvait comprendre les choses par le rire, et non pas être embringué dans les choses par les pleurs. Ça, c'est important. Le rire fait comprendre, alors que l'émotion détruit la compréhension. Bien des gens doivent réfléchir à ça
en montant des pièces, mais aussi en les écrivant ou en les jouant. Je crois que c'est un élément extrêmement important. Alors oui, les directeurs de théâtre et les financiers qui soutiennent s'appellent à l'époque les souteneurs. Alors, le souteneur est là? Bon. Car le théâtre, car au théâtre, la valeur d'un spectacle se mesure dès lors en statistiques de fréquentation et non plus en qualité de représentation. Ça, c'est extraordinaire de voir que même cause, même effet. Alors en juillet, par voie de conséquence, en juillet 1807, un décret fixe à 8 le nombre de salles autorisées à Paris. 4 grandes salles seulement, le vaudeville, pièce à couplet, 2 actes maximum, les variétés, pièces grivoises dites poissardes ou villageoises, la gaieté et l'ambigu comique, mais le drame ou réduction en un acte des grandes œuvres du répertoire. Allez, je t'expédie Sinan en un acte. Je t'expédie, ouais, on n'a pas le droit de plus. Et on n'a pas la fréquence, la longueur de l'acte, mais en tout cas, on n'a pas le droit à plus. Donc ça pose un problème. Tout ça, évidemment, en dehors des théâtres officiels, qui sont que 2, l'opéra d'un côté et la comédie française de l'autre. Une censure a été rétablie. C'est important, un censeur dit, c'est relevé, je suis payé pour trouver des allusions et j'en trouverai. C'est génial. Et le nouveau métier qui consiste à réécrire des pièces pour les réadapter, les changer, tout ça, s'appelle le carcassier. Le nom de celui qui fait dans la boucherie, évidemment, affaire avec la carcasse. Donc un carcassier, c'est une dramaturgie du script, la surveillance du canevas, de la vraisemblance, des travaux de réécriture. Donc vous retenez bien souteneur et carnassier, vous aurez l'essentiel de ce soir. C'est peu de temps après que le vaudeville va évoluer clairement entre la comédie satirique et la comédie d'observation. La comédie de caractère va disparaître peu à peu, c'est une chair à Molière. La comédie d'observation, vous en avez un exemple dans Monsieur Chasse. C'est-à-dire qu'on parle d'observation du quotidien, qu'on déconstruit, qu'on biaise en quelque sorte, dont on arrive à quelque part à faire une sorte de puzzle étrange qu'on n'arrive pas à remonter vraiment, sinon par le jeu. Alors que la comédie satirique, elle, va avoir plus à faire avec la comédie morale, c'est-à-dire qu'elle va quelque part, comme la pièce didactique brechtienne, vouloir donner une direction, sinon une leçon, une direction de réflexion. Car ce n'est pas une leçon, c'est une direction de réflexion. C'est-à-dire qu'on vous incite à diriger votre réflexion dans ce sens plutôt que dans tel autre. C'est-à-dire, à la limite, à vous dire le meilleur itinéraire, c'est ça. C'est une sorte de, comme on dit, de GMS, non hein, c'est-à-dire qui indique la route à suivre. Manipulation. C'est pas une manipulation parce que c'est bénéfique. Non, n'est manipulation que si on donne un message. Que si on dit, vous devez penser ça et pas autre chose. C'est une manipulation. Là, c'est une enquête à... Puisque ce qu'on vous enseigne dans la vie quotidienne, c'est la manipulation, dans les journaux, dans la télévision, essayez au théâtre de réfléchir un peu autrement. Donc c'est une contre-manipulation. Je crois que ça c'est important à bien voir. Elle s'apparente au double langage qu'on trouve, j'avais cité une fois au cours de, je crois que c'était la Vénicidaire, j'avais cité la célèbre chanson de Bobby Lapointe pour bien montrer les deux isotopies qui créent un double discours. Bobby Lapointe se pose comme problème, il y a un disque qui a du succès, c'est la conversation par voie téléphonique, soi-disant, entre une femme et Johnny. Et
il répond au téléphone, elle parle en direct. C'est un tube. Ça dure 2 minutes 40 ou 2 minutes 50. Et pour faire un tube de toilette, il sait pour faire un tube, comment faire? Et comme le mot tube lui a amené le tub, c'est-à-dire le tube, la baignoire, donc ça est à côté de ça toute la salle de bain, il s'est dit, je vais écrire un tube de toilette. Donc un tube musical, mais qui sera de toilette. Hein? Donc il va jouer de la double inscription langagière, ce qui est important. Pour faire un tube de toilette, en chantant sur cette termette, il faut pondre les couplets, que ponge, que ponge, que ponge, et on lui répond, allez vas-y, le dernier mot qui t'a servi était ponge, allez vas-y, je vais t'aider. Or, évidemment, ponge n'est pas autre chose que ponge, et pas qu'éponge. C'est-à-dire qu'un poète, et ce poète vient d'écrire, enfin écrit il y a longtemps, mais ça vient de paraître, Le Savon, qui est paru chez Gallimard, qui traite de la toilette intellectuelle, notamment pendant la guerre, des toilettes des intellectuels, bon, toilettes mentales, etc., etc. Alors, il va jouer là-dessus. Et il va commencer, sur mon piano, les touches tièdes, va correspondre à les touches tièdes, hein, donc il va jouer sur les deux isotopies en même temps, par assonance, quelque part, ça va créer un double discours. Et c'est étonnant de voir, on peut s'arrêter là, parce qu'il va juste finir par un gag supplémentaire, mais c'est ça qui est important. C'est ce double discours qui est entendu comme on le veut. Et à la façon dont on le veut, un soir, vous écoutez Bobby Lapointe, vous dites, je vais m'attacher à la toilette. Et vous avez une chanson. La soir d'après, je vais m'attacher au tube mélodique, et bien vous avez une autre chanson. Essayez de faire, c'est très bien. À la fin, il dit, il doit signer cette chanson. Comme il l'a confiée à Ponge, il dit, je ne peux pas lui faire la joie saugrenue de lui voir signer cette connerie, donc je vais le dédouaner. Et il va dire, sur ma gueule, j'ai écrit cette chanson, et il va parler de l'auteur, et il parle de lui, de sa gueule d'empeigne à moustache. Alors vous êtes surpris, vous allez regarder sur le dictionnaire au mot empeigne, vous voyez dimension du pied, de la tête au talon, de la pointe au talon, de la pointe au talon. Donc la pointe est signée. C'est génial. Donc vous voyez qu'il dit, nous sommes deux à signer cette chanson, il y a Ponge d'un côté, il y a La Pointe de l'autre. Voilà, ça, ce genre de choses, le vaudeville va en être friand. Sous des formes moins peut-être évidentes que là, mais il va y avoir toujours des doubles discours sans arrêt. Et c'est absolument important. Dans Monsieur Chasse, c'est extraordinaire que la chasse à la bécasse corresponde à la chasse au lièvre. Hein? La chasse à la bécasse, c'est la chasse à la femme. Hein? Et donc, il y a un côté, il y a deux chasses. Il y a donc, à ce moment-là, à lire la pièce deux fois. Or, le théâtre a cette subtilité, c'est qu'on ne peut pas, à moins de se repayer deux fois le billet, la lire une fois d'un point de vue, une fois de l'autre. On doit la lire en même temps les deux fois. Donc, c'est un exercice, c'est un des rares exercices de la vivacité mentale. C'est ce qui entretient la vivacité mentale, c'est de se livrer à des exercices de ce genre. Et c'est absolument important. À partir de ce moment-là, tout va être sujet à caution. Pourquoi? Parce que vous avez des registres différents. Ces registres différents vont se trouver entre La Biche, qui est plutôt dans la comédie sociale, et Feydeau, qui est plutôt dans la comédie d'observation. C'est-à-dire que la différence, c'est que La Biche pense aux autres, Feydeau pense à lui, d'abord. Puisque, vous savez que son rêve, c'était d'être peintre, que pour être peintre, il écrivait des pièces pour gagner un peu d'argent, c'est le contraire de nos jours, et que donc, ce con, il écrivait, il détestait ce qu'il écrivait. Par contre, sa peinture qui était très mauvaise,
était son chef-d'œuvre. Donc vous voyez que celui qui fait les moules ne fait pas forcément les meilleurs gâteaux. Donc c'est cette question qui est posée à travers ça. Qu'en est-il de la conscience de... Mais néanmoins, on voit très bien qu'il s'engage très peu dans son théâtre, car il s'engage dans le social que dans les pièces en un acte. C'est d'ailleurs dans une pièce en un acte que le mec qui regarde la fille qui se promène à poil dans son mène te promène comme pas toute nue, la fenêtre qui est juste en face, le vis-à-vis, hein, il s'appelle Clémenceau. Et lui, il est député de l'opposition à Clémenceau, le mari de la femme qui se balade à poil. Donc il va y avoir une petite évocation politique à travers ça. C'est-à-dire que les chambres ne servent à rien, déjà la politique ne sert à rien, c'est déjà là, le discours est déjà entendu. Donc vous avez... Mais néanmoins, disons, la comédie satirique, donc sociale, va jouer beaucoup plus chez Labiche, et notamment, si vous avez l'occasion de lire cette pièce en un acte, le Club Champenois, c'est une exagération formidable de la situation de l'électorat. Le Club Champenois, c'est peut-être une des pièces les plus politiques. C'est un mec qui doit faire campagne et qui n'hésite pas à utiliser les artifices les plus saugrenus pour réussir à être élu. Ça pourrait rappeler de nos jours certaines personnes, et ça je vous laisse le soin de les imaginer si vous les voyez. Mais c'est tout, c'est ça. Ça correspond, si vous voulez, à une très belle émission de télévision, la seule valable, d'ailleurs du point de vue de ce qu'on appelle du cinéma vérité, c'est Koh-Lanta. C'est l'émission qui est la plus critique envers la démocratie. Je ne connais pas de critique plus forte de la démocratie telle qu'elle est pratiquée que Koh-Lanta. Les gens signent des accords, ils discutent avec l'un, ils dessinent leur accord, ils signent avec l'autre. C'est un exemple, c'est une démonstration et un démontage de l'activité politique extraordinaire. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça n'a rien à voir. Là, je parle du concept même qui est engagé là-dedans. Ceci dit, voyons qu'il y a des catégories de comiques pour finir. Oh putain, j'ai dépassé. Je finis juste ça. Feydeau a à voir avec l'absurde, plus que Labiche, certainement. Donc avec Ionesco. Il y a déjà, l'absurde apparaît dans Labiche, mais l'absurde va se confirmer. On n'a pas le temps de le décrire, vous le retrouverez vous-même d'ailleurs. Dans les pièces, ça vous donnera l'occasion de les relire, ou de les lire. Il y a le bouffon. Le bouffon, c'est quand il faut faire rire celui qui est au pouvoir, sans qu'il puisse s'en fâcher. Là, on le retrouve chez les deux, mais peut-être certainement plus chez Labiche que chez Feydeau. Vous avez une autre catégorie, le burlesque. Le burlesque, c'est le décentrement. C'est lorsque l'effet ne répond pas à la cause. Et là, vous l'avez chez les deux différemment. C'est là où on a dit que Feydeau était mécanique et que Labiche était humaniste. Mais ça ne veut rien dire. Simplement, il a une façon de jouer du burlesque qui est plus proche peut-être des Marx Brothers que Labiche, peut-être qui est plus proche de la critique sociale qu'il y a dans Jerry Lewis. Donc vous avez là simplement une différence de niveau de l'emploi du burlesque. Vous avez enfin, mais tous ces mots sont à retraiter, hein, parce qu'ils sont importants à conserver. Quand vous lisez des pièces, la caricature, c'est évidemment l'exagération du trait, à des fins critiques, mais à des fins de dénigration en même temps. Il faut dénigrer celui qu'on caricature par la caricature. Parfois même, il en arrive de nos jours à ce que ça l'exalte. Ça, c'est les mystères du changement des temps de réception des arts. Telle chose était de telle façon à telle époque, et il se trouve que la génération d'après, c'est un peu l'inverse. Alors ça, c'est à revoir. Vous avez la clownerie qu'on retrouve chez Shakespeare, hein, sous forme de la double intrigue, et qui est importante puisque la clownerie va déplacer, lui, beaucoup de textes.
Le clown, c'est celui qui sait parler quand il faut et qui sait maintenir son point de vue quand il faut. Une des plus belles entrées de clown, c'est celle de Foutité Rome. Je me souviens Rome avait touché un billet de cinéma, 2 billets. Alors il voit le clown blanc, il lui dit tu viens avec moi, je vais au cinéma. Et en lui montrant les 2 billets. Et le blanc dit non, mais moi je ne sais pas, j'ai 2 billets pour aller à la boxe, je viens à la boxe, c'est formidable, la boxe ça donne ça, Puis il explique sûr. Il le boxe et le mec il tombe par terre, et Fouti se penche, alors tu viens avec moi à la boxe, et l'autre il dit je préfère aller au cinéma. Et puis après il dit non, mais on va au catch, j'ai 2 billets pour le catch, il refait toutes les démonstrations. Je préfère aller au catch, je préfère aller au cinéma. Et 3 jujitsu, et 3 choses arrivent chaque fois. Le gars est démoli, et chaque fois il préfère aller au cinéma, il maintient son point de vue malgré les avenirs. Et là, le clown va avoir sa version définitive et parfaite. Cette question-là, elle est importante. Elle a scellé pour nous l'entrée de Rosencrantz et Guildenstern dans le Hamlet qu'on a présenté à la Comédie il y a très longtemps, où justement on a pris une entrée de clown sur l'identité, et j'ai fait traduire un des clowns en latin et l'autre en ancien grec, ce qui fait qu'il parlait la même entrée de cirque, mais il la jouait, un en latin, l'autre en grec, et les gens dans la salle étaient morts de rire, sans comprendre un mot, simplement par le jeu des signifiants visuels, sonores du clown, du jeu du clown, du comédien. Ça appartenait entièrement au comédien. Et ça, c'est un élément, à mon sens, intéressant à développer, qui a eu tendance à se perdre, et que moi, j'ai retrouvé à partir de ce théâtre-là, disons. C'est ce qui m'a... Vous avez la comédie pure, donc un exemple les plus typiques, évidemment, c'est Marivaux, où vous avez chez Marivaux l'utilisation, la plupart du temps, de ce qu'on appelle le final en vaudeville. C'est-à-dire que la dernière réplique, y compris dans l'école des mères, la dernière réplique est chantée tous ensemble, c'est un vaudeville. Donc c'est une fin en vaudeville. Il y a un final en vaudeville dans les œuvres de Marivaux très souvent, et qu'on trouve, c'est presque le début du vaudeville, vraiment. L'origine du vaudeville, qui est un système qui sort directement du théâtre de la foire. Le comique, ça, vous le connaissez, mais je vous invite à le revoir, parce qu'il y a plusieurs types de comiques dans le théâtre. Vous avez la farce, qui alors, contrairement au burlesque, qui est le déplacement de l'effet par rapport à la cause, là vous avez le grossissement de l'effet par rapport à la cause. Vous tapez comme ça sur quelqu'un, il tombe. C'est une farce. Si vous tapez comme ça sur quelqu'un, vers le bas, et qu'il s'envole, c'est le burlesque. C'est-à-dire c'est la contradiction des causes des effets par rapport aux causes. Hein? Vous avez le grotesque, qui est l'élément le plus intéressant, parce qu'on le retrouvera alors dans le romantisme allemand, à travers les grandes théories. Et il y a un très beau bouquin de Benjamin sur le grotesque allemand. Vous avez, c'est une façon particulière. Alors, c'est peut-être ce que Brecht utilise le plus, c'est ce que Heiner Müller utilise le plus, c'est ce que la contemporanéité, j'arrive pas parce que j'ai encore des problèmes de santé, arrive donc à utiliser le plus actuellement. Le grotesque, il faut s'y intéresser. Vous avez l'humour, typiquement anglais, qui est, bon, on va pas en parler, vous connaissez la définition de l'humour. Hein, l'humour, par exemple, je le dis toujours, mais je vais le reciter parce que je l'aime tellement, c'est le mot d'Ormesson, hein, que le journaliste à la télévision veut titiller en lui disant, mais veut l'emmerder, et lui dit, Monsieur d'Ormesson, vous étiez très connu pour beaucoup courir après les femmes. D'Ormesson prend un temps et dit, eh bien, je cours toujours après les femmes, mais je dois avouer que je ne sais plus très bien pourquoi. Alors ça, c'est sublime, ça, comme humour. Vous avez l'ironie, qui est alors la grande figure qui recouvre à peu près toutes ces figures dont on a parlé. Je vous parle de la parodie, on a parlé du pastiche, qui est alors simplement la copie pure et simple d'une œuvre, hein, et qu'on attribue souvent, par exemple,
le meilleur pastiche humoristique, c'est celui de Pierre Ménard, chez Borges. Quand il réécrit, il passe ses jours à recopier le Don Quichotte, le présente à l'édition, lui disant c'est le nouveau Don Quichotte. C'est exactement le même, mais il est nouveau puisqu'il est écrit nouvellement. Donc ça ne correspond plus aux idées que Cervantes développait dans le premier. Donc c'est un autre Don Quichotte. Quand vous lisez aussi, plus on lit la littérature ancienne, plus on est appelé à la réinventer. La littérature moderne, on l'a subie. Hein, comme on dit, on en est influencé trop directement.